Lautrec et nous. Il n'alla jamais en Argentine et pourquoi y serait-il allé? À son époque, les Français voyageaient peu. Ils étaient habitués à ce qu'on vienne chez eux. Ils pouvaient, sans quitter Paris, voir tout ce qu'ils avaient envie de voir et ils avaient peu d'envie. Surtout un Lautrec, avec ses petites jambes rabougries et sa flemme de grand seigneur qui l'amena si vite à vivre dans des maisons closes parce que tout y était à portée de main. Modèles, salons pleins de miroirs, lits propices, fêtes, motifs picturaux, femme-mère, femme-sœur, femme-femme. Lui qui avait dit un jour à un ami qu'un corps de femme était quelque chose de trop beau pour qu'on lui fasse l'amour, comme si les servitudes de ses cuisses, de ses fesses et de ses énormes seins qui étaient à la mode lui paraissaient indignes de cette splendeur essentielle, si souvent intemporalisée par son crayon et ses pinceaux. Il n'alla donc jamais en Argentine, ni nulle part ailleurs qu'en Angleterre. Montmartre lui suffisait pour se sentir au centre du monde, qu'il soit dans un bordel de luxe ou au Moulin Rouge, vers où convergeaient les voyages nostalgiques, les danseuses, les poètes, les étoiles du cirque et les puissants de la terre. Il connut nos fils à papa, les fils des anciens et des nouveaux riches du Rio de la Plata, qui débarquaient en France pour parfaire leur éducation sentimentale et préparer ce retour qui allait leur donner un diplôme non écrit, mais plus prestigieux que celle des universités. Il dut à peine les remarquer, car il était né avant la génération qui viendrait à Paris, non seulement pour mener la grande vie, mais aussi pour y triompher, en jetant l'argent par les fenêtres et en se sauvant la mise grâce à une arme imparable, le tango. Dommage pour lui et pour nous, mais les jeux du temps et du contretemps sont infinis, et nous, Argentins, entrevoyons aujourd'hui d'autres liens entre Lautrec et nous, entre son monde et celui de Buenos Aires. Curieusement, superbement, le tango est un pont entre les deux, un pont par lequel passent des femmes, des poètes et des destins tragiques. Il y a deux façons d'aborder Lautrec, celle de l'amateur qui regarde ses toiles dans les musées et celle du type qui sifflote de vieux tangos sans penser du tout à lui. La première façon est celle des gens cultivés. Nous aimerions ici aborder la seconde, moitié imaginaire et moitié vrai. Il y a au musée d'Albi une des plus belles toiles de Toulouse-Lautrec, le Salon de la rue des Moulins, peinte en 1894 dans le bordel où l'artiste faisait de longs séjours. On y voit au premier plan l'une des pensionnaires assise sur un sofa rouge et regardant au loin, le profil un peu perdu dans la distraction ou dans l'attente du prochain client, une jambe tendue et l'autre repliée. Les cheveux blonds roux, le cou puissant, la masse du corps devinée sous une robe qui semble plutôt être une chemise de nuit transparente, les bas d'un vert presque noir. Tout en elle répond au canon de l'époque. Le profil est aigu, coupant. Cette femme s'appelle Mireille. Elle fut l'une des bonnes amies de Toulouse-Lautrec. Une si bonne amie qu'elle éveilla sans doute des jalousies dans le petit monde fermé du lupanar, si bien que les autres pensionnaires commencèrent à inventer des prétextes chaque fois que Lautrec demandait à voir Mireille. Aussi, pour être seul avec elle, celui-ci décida-t-il de payer à la tenancière le prix nécessaire pour que Mireille puisse sortir un jour entier. C'est ce qu'il raconta à un ami en ajoutant « Elle était hier avec moi. Tu vois, ce bouquet de violettes, c'est elle qui me l'a rapporté. » Rien de tout cela ne ressemble à de l'amour, mais Lautrec défend l'amitié qu'il a pour Mireille, avec laquelle il se sent plus en confiance qu'avec les autres pensionnaires. Jusqu'au jour où tout cesse brusquement, parce que nous, Argentins, entrons en scène. Il explique ainsi la chose à un ami dans une lettre. Mireille part pour l'Argentine. Des marchands de viande l'ont convaincue que là-bas, elle allait faire fortune. J'ai essayé de l'en dissuader, mais elle croit fermement à toutes leurs fausses promesses.
De toutes celles qui partent dans ces conditions, aucune ne revient. Au bout de 2 ans, elles sont crevées. C'est ce qu'à partir d'autres multiples variantes ont pris l'habitude d'appeler le chemin de Buenos Aires, et Lautrec le résume d'un trait sec de son crayon. Mireille, évidemment, prit le bateau et ne revint jamais. No more violets for Mr. Lautrec. Mireille en Argentine. L'expression marchand de viande laisse rêveur, car elle peut avoir 2 sens. Mais des amis français m'assurent que jamais Lautrec n'aurait employé cette expression s'il avait voulu parler des proxénètes en train de recruter de la matière première pour la vie galante des porteignes. Je pense qu'il s'agissait en fait de Richard, venu vendre aux Français leur baby beef, qui s'étaient regroupés à Pigalle et dans ses alentours, et qui, voyant que Mireille était une belle fille bien roulée, lui montèrent le bourrichon dans les termes succincts mais éloquents notés par Lautrec dans la lettre à son ami. Comme tant d'autres filles, initiées ou non, Mireille monta pleine d'espoir la passerelle du paquebot qui devait la mener à l'Eldorado de la Plata. Son histoire, côté français, s'achève ce jour-là, mais elle continue peut-être de notre côté, et moi, qui crois que toute bonne invention est la vérité même, je suis convaincue que des années plus tard, Mireille allait entrer dans notre histoire grâce à un certain Manuel Romero. Je parle des temps anciens et aussi de Tiempos Viejos, un tango de Romero et Canaro. Je parle d'une femme que les jeunes gens d'autrefois appelèrent la blonde Mireja. Souviens-toi, vieux frère de notre jeunesse, alors les hommes étaient des hommes. On ne connaissait ni la coco, ni la morphe, et les garçons ne mettaient pas de gomina. En 1925, quand Romero parle avec nostalgie de notre jeunesse, il s'agissait des années 1905-1910, de l'époque à laquelle Mireille, entretenue par les marchands de viande, dut vivre sa carrière éphémère, qui dura peut-être plus que les 2 années prédites par Lautrec, puis dut glisser peu à peu sur la pente fatale, comme la fille de Flor de Fango, Fleur de Fange. Et c'est d'elle, peut-être, qu'il s'agissait. Qu'on vienne me prouver le contraire. Bien que Pasquale Contursi dise qu'elle naquit dans un immeuble du faubourg éclairé au pétrole. Car il est bien pu arriver à Mireille les mêmes tristes choses. Puis tu fus la chérie d'un vieil apothicaire et le fils d'un commissaire te pompa tout ton fric. Alors commença ton déclin, tu vécus des moments difficiles et de déboire en déception, tu perdis ton cœur. Quand Romero l'évoque dans les années 25, la blonde Mireja va sur ses 50 ans et ce n'est plus qu'une loque. Mais il l'avait connue jeune et superbe dans le bal de Laura, chez Hansen, et son tango raconte qu'il l'enleva à ce fou de Cepeda. De Mireille à Mireja, il y a ce léger glissement dans notre langue créole qui tient peu compte des noms étrangers. De Mireille à Mireja, il n'y a aucune différence essentielle. Il s'agit d'une même blonde, d'une même fille de joie, d'un seul destin tristement prévu par un grand peintre français et qui ne s'est prolongé que par chance grâce à une santé de fer et au bon steak argentin. Te rappelles-tu, vieux frère, la blonde Mireja, que j'enlevai chez Hansen à ce fou de Cepeda? Un soir, j'ai bien failli me suicider pour elle. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une pauvre, une pauvresse en loques. Te rappelles-tu, vieux frère, comme elle était jolie? On faisait cercle pour la regarder danser. Quand dans la rue je la vois si vieille, je détourne la tête et me mets à pleurer. Monsieur Lautrec ne sut rien de tout cela pour des raisons géographiques et nécrologiques évidentes. Et ce fut mieux pour lui, car le bouquet de violettes continua sans doute à parfumer jusqu'à sa mort quelques recoins de sa pensée. Mais il est piquant de se dire que les Argentins, eux aussi, ignorent tout cela quand ils entrent en touriste au musée d'Albi, qu'ils s'arrêtent, admiratifs, devant le salon de la rue des Moulins,
et qu'il voit la fille blonde sur son sofa rouge, la fille anonyme qui pourtant survit quelque part dans notre mémoire collective, qui n'a pas entendu, qui n'a pas siffloté un jour tiempos viejos, mais qui n'en garde des bribes présentes à l'esprit. Souviens-toi, vieux frère, de notre jeunesse, 25 printemps qui ne reviendront plus, 25 printemps, que ne les ai-je encore? En pensant à cela, je me mets à pleurer. Naïve, ignorante, Mireille, dans son double salon doré de bordel et de musée, ne sait pas que de l'autre côté de l'océan l'attend le destin de Mireille à la blonde, qu'un poète de Buenos Aires la sauvera du néant pour la placer sur la table de nuit du souvenir populaire, près de la Vierge de Pompeja, près du portrait de Gardel, près du Panthéon porteigne, avec ses fleurs artificielles et ses franges de macramé. Aujourd'hui encore, dans la conversation entre amis, surgit de temps à autre, servant de métaphore ironique ou nostalgique, l'image spectrale de Mireja la blonde. Revers et fin de médaille. Fort de leur droit de cité, beaucoup de tangos de cette époque sont centrés sur l'immigration galante, soutenant en cela, à leur manière, la politique démographique de l'Argentine et prenant à leur compte les mots d'Alberdi. Gouverner, c'est peupler. Beaucoup d'Yvette, de Mireille et d'Yvonne finirent dignement leur vie comme mères de famille. Mais évidemment, aucun tango ne s'en est fait l'écho. Ce n'était pas là leur affaire, que diable. Ce qui les intéressait, c'était toujours le malheur. Aussi ne tardèrent-ils pas à s'apitoyer sur une sorte de contrepartie du chemin de Buenos Aires, faite de toutes les amertumes et les détresses des Argentines et des Argentins au pays de Lautrec. Enrique Cadícamo et Barbieri nous en donnent un incomparable exemple avec Anclao en Paris, ancré à Paris, qu'on ne peut évoquer sans réentendre la voix de Carlos Gardel. Jeté à fond de cale par ma vie de bohème, me voici, Buenos Aires, ancré à Paris, couvert de mots, pressé par le besoin, je pense à toi de ce pays lointain. On voit que les choses n'allaient pas toujours bien pour les porteñes qui se lançaient à la conquête de Montmartre. La blonde Mireja trouva plus qu'une fois en eux sa triste réplique. Comme dans son propre destin, il suffisait de peu d'années pour un decline and fall irrémédiable. Lointain Buenos Aires, comme tu dois être belle. Voici bientôt 10 ans que tu m'as vu partir. Ici, dans ce Montmartre, faubourg sentimental, ton souvenir s'enfonce en moi comme un poignard. Heureusement que le tango tiendra toujours compagnie aux expatriés et qu'entre deux gorgées de maté, il adoucira leur tristesse, comme Manuel Romero et Pracánico en firent l'expérience d'un tango porteño. Jamais je ne pourrai t'oublier, cher tango de mon faubourg, et là-haut à Montmartre, ta mélodie me suit partout. Mais parfois, et Lautrec l'aurait aussi compris, car cela faisait partie de la vie quotidienne, le malheur dépasse toute consolation. Et le destin de Mireille, de toutes celles qui partent dans ces conditions, aucune ne revient, se reflète dans les miroirs symétriques des salons rouges ou bleus pour nous montrer le revers exact de la médaille. On le sent bien dans les vers d'Hector Pedro Blomberg pour le tango de Maciel, La que murió en París, celle qui mourut à Paris. On t'attend toujours, là-bas, dans notre cher quartier, mais toujours il neige sur ton rêve à Paris. Ma colombe, comme tu toussais l'hiver de ton arrivée, tu te mourais comme un tango dans l'air froid du boulevard. Quant à moi, tandis que je vagabonde dans les rues de Paris et que j'écris tout ceci sur des bouts de papier griffonnés dans des cafés, à mesure que la mémoire me renvoie des tangos, comme des chiens efflanqués, je me dis que moi aussi, je suis ancrée à Paris, bien que mon histoire ne se prête pas à être chantée, mais racontée, oui, presque toujours mal, à commencer par moi-même ou par un certain Oliveira.
Siffloter de vieux tangos centrés sur des destins mélancoliques de départ ou de retour est une de mes nombreuses manières de continuer à être à Buenos Aires, surtout maintenant que je ne peux plus y aller, que pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le tango, mais qui sont tout aussi tristes. Je me sens coincée ici, dans l'un des deux immenses miroirs où se sont toujours jouées les allées et venues de mon cœur. Siffloter de vieux tangos m'aide autant à vivre qu'en d'autres temps un air de Bixby Beckett, de Duke Ellington, de Charlie Parker ou de Jacques Brel. Il y a de ces journées qui vous tombent dessus comme un chat de gouttière et qui vous labourent le visage dans une dégelée de coups de griffes. Alors, à n'importe quel moment de la nuit, vous allumez une autre cigarette et le sifflotement naît tout seul. Vous l'écoutez comme s'il était sifflé par quelqu'un d'autre, tandis que vous marchez, les mains dans les poches. C'est parfois Flores Negras ou Save It, Pretty Mama ou Le Plat Pays, qui est un peu le mien car j'y suis née. Je peux aussi murmurer entre deux bouffées de cigarette, comme elle a dû changer ma rue Corrientes. Mais c'est un murmure bien différent de celui de Gardel. Ce ne sont plus les voyages d'alors, le Paris des Lumières et des fêtes pour Argentins sûrs d'eux-mêmes. Des paumés d'un autre genre végètent aujourd'hui dans le vague espoir que les vents tourneront. Et c'est sûr qu'ils tourneront. Mais allez savoir si ce ne sera pas trop tard pour eux. Chaque fois que la nuit me surprend en train de siffloter des tangos, je me dis que dans d'autres quartiers, à d'autres coins de rue, ça et là, il y a des gens qui les sifflotent aussi, tentant ainsi de se consoler un peu avant de regagner leur piaule et le sommeil. Tout cela aurait laissé Lautrec plutôt indifférent, mais par contre, il aurait été très capable de comprendre d'autres raisons d'exil, comme il comprit celles de Mireille et les siennes propres, lui qui était exilé dans son propre pays, égaré dans une enclave de bordel et de milonga. Il y a quelques années, un ami qui travaillait au consulat d'Argentine à Paris me parla de tous nos compatriotes qui attendaient d'approcher de l'ultime échelon de la misère pour demander qu'on les rapatrie. Un jour, il vit venir un tout jeune homme, beau garçon, et mon ami fut surpris qu'avec un tel physique, il voulût retourner en Argentine. Il l'emmena prendre un café et il apprit petit à petit l'histoire de sa faillite, qui n'était en fin de compte qu'un tango parmi tous ceux que nous avons évoqués pour M. Lautrec. Gigolo, chimérique et ignorant, le jeune homme avoua qu'il avait espéré autre chose de son voyage à Paris. Ses amis de bar à Buenos Aires lui avaient conseillé ce voyage, et le conseil était presque un ordre dicté par ces paroles assez mémorables. Ici, ça devient un petit peu petit pour toi, beau brun aux yeux verts, mais à Paris, tu auras du succès, on te le dit. Et ils en étaient si bien persuadés qu'ils se cotisèrent pour l'aider à payer la traversée. Et le beau brun aux yeux verts débarqua à Marseille avec l'assurance que la partie était gagnée d'avance. Je pense que les marchands de viande durent aussi dire à Mireille qu'une blonde aux yeux bleus aurait du succès à Buenos Aires. La fin des deux histoires est qu'il reste d'elle, sans doute, quelques tangos, et de lui, cette anecdote. Mais je pense qu'en voilà assez. Si nous allions dormir, monsieur Lautrec,